je vais procéder à l'appel. Patricia Ferron. Jean-Marc Favier a donné procuration à Jacques Choulet pour les premiers moments du vote. Marion Bergigny a donné procuration à Sophie Dupouille. Christian Baguier. Sophie Dupouille. Jacques Choulet. Claire Duprat. Yoann Lavarère. Corinne Vaux. Arnaud Fabre. Marie-Ange Babel arrivera en retard pour raisons professionnelles elle aussi. Elle a donné procuration à Solange Coudinx, Christophe Tastet, Aurélie Lévesque, Laurent Langlade, Sylvie Sauvignon, Dominique Farrière, Agnès Gauziève, Ludovic Ducam, Solange Coudinx, Christophe Bagès a donné procuration à Sylvie Sauvignon, Olivier Martinez a donné procuration à Cédric Mallet, Julie Souriant. Marjorie Fautus a donné procuration à Isabelle Laburte, Olivier Rouffia, Isabelle Laburte et Cédric Mallet. Bien, chers collègues, merci d'être présents ce soir en plein mois de juillet. Il nous fallait nous retrouver pour voter notamment les subventions aux associations et les budgets supplémentaires liés aux résultats de 2019 à affecter à nos budgets de façon à pouvoir continuer l'action prévue. Nous avons à adopter les comptes rendus de la séance du 9 juin. Sur ce procès verbal, y a-t-il des remarques ou des commentaires? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité et pour au travers de ce vote, la reconnaissance du travail fait par le personnel qui a établi ce procès verbal. Premier point à l'ordre du jour, l'affectation des résultats de l'exercice 2019. Nous allons donc avoir le même type de vote sur l'ensemble des budgets. Je passe donc la parole à Jacques Choulet qui va nous faire un peu de pédagogie. Attends, je te passe le mien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous allons commencer ce conseil municipal par l'affectation des résultats de 2019. Donc cette affectation est rendue possible par le fait que nous avons voté les comptes administratifs au dernier conseil municipal. Et ce sont bien entendu les résultats des comptes administratifs qui se retrouvent dans le tableau que vous avez pour chacun des comptes. Ça sera le même tableau dans lequel vous allez trouver le résultat du fonctionnement de la section de 2019. Donc le résultat de fonctionnement est constitué du résultat de l'exercice 2019 et d'éventuels résultats antérieurs qui ont été reportés. Donc, par exemple, si vous prenez pour la ville, le résultat d'exercice 2019 est de 1 218 551,72. Il n'y avait pas de résultat antérieur pour l'année 2018, c'était 0, donc le résultat à affecter en fonctionnement est 1 218 551,72. Ensuite, dans l'affectation des résultats, vous trouvez le solde d'exécution de la section d'investissement, qui est constitué du solde de la section investissement
2019, donc recettes moins dépenses. À cela, on y ajoute les soldes des restes à réaliser. En général, il n'y en a pas sur le fonctionnement, c'est pour ça que ça n'apparaît pas en fonctionnement. Par contre, en investissement, il y en a toujours, parce qu'on a toujours des restes à réaliser, que ce soit sur les investissements ou que ce soit sur les subventions. Donc, le résultat 2019 de la ville, en solde d'exécution de l'investissement, c'était moins 925 864,79. Et le solde des restes à réaliser est de 360 809,46. Donc la différence entre les deux détermine un besoin de financement qui est à l'occasion de 565 055,33. Il arrivera dans les autres tableaux de résultats, vous verrez que parfois ce n'est pas un besoin de financement, mais c'est un financement positif. Donc ensuite, on a le résultat de fonctionnement, on a le résultat de l'investissement. Donc là, on peut affecter le résultat. Alors très souvent, la section d'investissement, elle ressort avec un besoin de financement donc négatif. Le fonctionnement, il est positif. Et donc, on fait la différence entre les deux pour pouvoir mettre à zéro le fonctionnement, l'investissement. Et donc, on transfère la somme nécessaire pour que l'investissement vienne à zéro. Donc, en l'occurrence, pour le résultat 2019, il manque 565 055,33 pour être à zéro en investissement. Donc, on le prend sur le résultat de fonctionnement. Et le solde entre le fonctionnement et ce qu'on vient de prendre est un report à nouveau pour la section de fonctionnement de l'année 2020. En l'occurrence, 653 496,39. Voilà, alors ce schéma, ben vous le retrouvez dans les 5 budgets que l'on va voir. C'est toujours la même gymnastique. Et donc, on va voir donc les résultats des différents budgets. Et ça va nous permettre, on le verra ensuite, de pouvoir transférer ces résultats sur les budgets primitifs de l'année 2020. Voilà, donc on y prend un par un. Donc je vous propose l'affectation du résultat ville 2019 par 565 055,33 en 1068 investissements. Et par un report à nouveau en section de fonctionnement de 653 487,39. Qui est contre? C'est moi qui mettrai aux voix, mais avant on va demander s'il y a des questions, des prises de parole. Oui, merci, bonsoir à tout le monde. En effet, avant le vote ou par rapport au vote de ces affectations de résultats, comme lors du dernier conseil, nous étions contre justement les résultats qui ne sont pas aussi beaux que vous aviez annoncé. Donc par rapport à cela, je vous dis de suite, on sera contre l'ensemble des votes de ces affectations. Bien. Écoutez, pour que le grand public comprenne pourquoi vous votez contre, nous débutons l'année avec 653 000 € d'argent pour pouvoir poursuivre l'action, sachant que les résultats de 2019 permettaient d'honorer toutes les dépenses d'investissement qui étaient prévues. Y a-t-il par rapport à cette première affectation de résultats qui nous permet de démarrer l'année de bon pied avec une certaine somme en matelas, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la deuxième délibération, affectation des résultats du budget de l'eau. Donc, en ce qui concerne le budget de l'eau, donc je ne vais pas recommencer tout le laïus que je viens de faire. Donc, ce sont exactement les mêmes principes.
donc nous dégageons un résultat de fonctionnement, un solde d'exécution de la section d'investissement, qui se traduit à besoin de financement de 76 472. Et donc, ce qui nous permet d'affecter le résultat en 76 472,45 en 1068 de l'investissement 2020 et de faire un report à nouveau en section de fonctionnement de 81 736,7. Voilà. Donc ces chiffres, vous pouvez les comparer à ce que vous avez dans votre compte administratif 2019, ils sont rigoureusement identiques. Donc il n'y a pas possibilité de contestation possible. Y a-t-il sur ce deuxième point de l'ordre du jour des prises de parole ou des questions? Bien, je vais donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Troisième délibération, le budget assainissement. Budget assainissement 2019, résultat de fonctionnement affecté 78 185,39. Besoin de financement sur la section d'investissement 30 113,76. D'où ces 30 113,76 sont transférés en 1068 section investissement 2020 et report à nouveau en section de fonctionnement 2020 48 071,63. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, nous allons l'adopter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Résultat du budget Écoquartier, quatrième point à l'ordre du jour. Budget Écoquartier 2019, résultat de fonctionnement affecté 228 999,14. Solde d'exécution de la section d'investissement. Cette fois-ci, nous n'avons pas un besoin de financement, mais nous avons un excédent de financement, c'est-à-dire que la section d'investissement se retrouve positive de 155 446,98. Comme elle est positive, il n'y a pas besoin de prendre sur le résultat de fonctionnement pour boucher le déficit de l'investissement, donc on ne transfère rien en 1068 investissement 2020 et on garde tout le résultat de fonctionnement, c'est-à-dire 228 999,14 en report à nouveau en section de fonctionnement 2020. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Budget du musée, affectation du résultat 2019. Musée 2019, fonctionnement 31 914,17. Section de financement d'investissement, besoin de financement 3328,84. Donc 3328,24 affectés en 1068 investissements 2020 et le solde 28 585,93 en report à nouveau en section de fonctionnement budget 2020. Nous allons donc adopter ce dernier résultat. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons donc à la deuxième étape de notre soirée. Tous ces résultats constatés vont nous permettre de faire un budget supplémentaire qui vient corriger la perspective budgétaire de chacun de nos budgets. Premier de ces budgets-là, le budget ville. Jacques, la parole est à toi. Budget supplémentaire ville 2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a voté, fin 2019, on a voté un budget primitif pour la ville. Budget 2020, primitif de la ville, a été voté en fin 2019. Donc, à l'époque, nous n'avions pas le résultat du compte administratif 2019, puisque l'année n'était pas terminée. Et donc, nous n'avons pas pu affecter à ces budgets primitifs, à ces différents budgets primitifs, nous n'avons pas pu affecter les résultats de 2019. Donc le budget supplémentaire consiste déjà, pour chaque budget, à leur affecter leurs résultats 2019. Ensuite, on n'avait pas pu leur affecter
les restes à réaliser, puisque l'année 2019 n'étant pas terminée, on ne pouvait pas sortir les restes à réaliser 2019. Donc maintenant qu'on les connaît, on peut également les inclure dans les budgets primitifs. C'est l'objet des budgets supplémentaires. Donc ça, c'est dans les 5 budgets, ça va être le schéma qui va se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va éventuellement changer? Ben, on peut changer, compte tenu qu'on est quand même au mois de juillet, qu'on a vécu déjà à la moitié de l'année, on a des choses nouvelles qui se sont passées. En particulier, en 2020, ben, on a une chose nouvelle très importante qui s'est passée, c'est l'épidémie. Donc l'épidémie a généré des pertes de recettes et a généré également des dépenses en moins. Et donc, tout ce qu'on connaît déjà, on peut l'affecter à ce budget supplémentaire. C'est une sorte de décision modificative. Donc, on va également retrouver ça dans ces budgets. Et donc, en ce qui concerne la ville, en fonctionnement, on a moins 13 072 donc, en charge générale, parce qu'on a des dépenses qui en moins suite à l'épidémie. Ensuite, on a en autre charge de gestion courante en 65, c'est pareil. On a dans les charges de gestion courante, on a les subventions aux associations. Donc vous verrez tout à l'heure quand on va voter les subventions aux associations, il y a des associations à qui on n'a pas donné de subvention, puisqu'il ne s'est rien passé pour elles en 2020. Et donc ça fait toutes des dépenses en moins. Ensuite, le virement à la section d'investissement, donc je vous explique à quoi ça consiste. On a des recettes de fonctionnement, on a les dépenses de fonctionnement et normalement on doit présenter des dépenses et des recettes égales. Et donc tout ce qu'il faut rajouter aux dépenses pour égaler les recettes, c'est ce qu'on appelle le virement à la section d'investissement. En fin d'exercice, il sera viré sur la section d'investissement pour améliorer notre capacité d'investissement. Donc on est à 859 913,86 en dépenses de fonctionnement. Et en recettes de fonctionnement, donc on a en 70 les produits des services. Suite à l'épidémie, on aura un certain nombre de produits qui ne vont pas rentrer. Donc, on a le cinéma, on a au niveau de la cuisine centrale, il y a eu les repas des écoles pendant 2 à 3 mois où il n'y a pas eu de facturation. Donc tout ça, c'est des recettes en moins par rapport à ce qu'on avait prévu à fin 2019. Sur les impôts et taxes, on a les droits de mutation. Bon, les droits de mutation, je vous rappelle qu'on avait pour 240 000 en 2019. Et donc, l'activité économique s'étant arrêtée, il n'y a plus aucune transaction. Donc, on pense que les droits de mutation vont chuter fortement cette année. Donc, sur 240 000, on a estimé qu'il y aurait environ un tiers en moins qui n'entrerait pas. Et donc, on a moins 80 000 de recettes sur les droits de mutation. Ensuite, sur les dotations, bon, je pense qu'il n'y aura pas de différence. Et en 75, les autres produits de gestion courante. Donc, on a, c'est un cas un peu aussi spécial cette année, parce que, compte tenu que les budgets eau et assainissement ont été arrêtés du fait du passage en délégation de services publics, les résultats de l'eau et de l'assainissement, les résultats de fonctionnement de l'eau et de l'assainissement sont libérés et donc ils sont retransférés au budget ville, au budget principal. Donc on va avoir, comme vous avez vu dans l'affectation des résultats, 81 736,7 de résultats de fonctionnement eau, plus 48 071,63 de résultats assainissement, soit 129 808,33,
qui vont être transférés, qui sont transférés sur le budget ville en recette du budget ville. Et il y a également une autre opération. Vous avez vu que sur l'écoquartier, nous avons un résultat de fonctionnement positif de 228 999. Donc pour le budget 2020 de l'écoquartier, on veut transférer ce résultat de fonctionnement, on veut le transférer en investissement. Et donc jusqu'à il y a 2 ans, on pouvait faire ça à l'intérieur du budget écoquartier, c'est-à-dire on avait un résultat de fonctionnement, on le transférait directement sur la section investissement, par le virement à la section d'investissement. Par contre, maintenant, c'est plus possible. D'un point de vue, c'est la perception qui nous en a averti il y a 2 ans. Maintenant, quand on veut faire ce transfert, il faut renvoyer le résultat de fonctionnement de l'écoquartier, il faut le renvoyer sur le budget principal ville, et ensuite, donc le fonctionnement écoquartier sur recette ville, et ensuite de recette ville, on doit le retransférer sur l'investissement écoquartier. Je suis désolé de complexifier la situation, mais c'est la règle, on ne peut pas faire autrement. Donc en 75, c'est pour ça que vous avez plus 356 807. Et j'ai retrouvé le résultat reporté de l'année 2019, d'où recette de fonctionnement 859 913, égale aux dépenses. En ce qui concerne la section investissement, donc les modifications sont liées en dépenses d'investissement. Donc on avait mis des investissements au budget productif 2020. Viennent s'y ajouter les restes à réaliser des investissements 2019. Et puis, compte tenu qu'on dégage un peu plus d'argent que ce qu'on avait prévu parce que ce qu'on avait prévu, grâce aux résultats affectés, on en a plus d'argent. Et donc, on a remis des choses aux différents investissements, aux différentes opérations d'investissement. On a remis de l'argent. Donc, Monsieur Mallet, en commission finance, on avait demandé de lui dire dans ce qu'on avait rajouté comme investissement, un petit peu à quoi ça correspondait. Donc, je vous livre les plus gros totaux. Donc, en opération 111, c'est-à-dire en matériel, on a rajouté 45 613 d'investissement. Ça concerne des achats de données, de l'achat matériel espace vert voirie et de l'achat matériel informatique. En aménagement urbain, bon, il y a très peu, il y a moins 1197, donc ça a intérêt. Bâtiments communaux, ça reste pareil. L'abbatiale, par contre, opération 136, on a rajouté 66 467. Donc, il y a 51 000 € pour l'orgue. Il y a des révisions de prix pour 16 000. Il y a des avenants de travaux pour 4 000, 5 000, pour 9 000 €. Ça, bon, quand une opération est en train de se terminer, ce qui est le cas de l'abbatiale, il y a toujours, lors de la réception, il y a toujours quelques avenants, ou des fois des moins, mais des fois des plus. Donc en ce qui concerne les écoles, on a rajouté 126 405, qui correspond à des avenants de maîtrise 2, c'est pareil, l'opération école se termine, donc on a 22 000 € d'avenants, et 103 000 € de travaux extérieurs. Ensuite, aux installations sportives, on a rajouté 84 000 €, dont 74 000 sur la salle annexe et puis matériel d'hiver 10 000. Voilà un peu ce qui se passe en section dépenses d'investissement. Qu'est-ce qu'on trouve également en dépenses d'investissement? Donc on trouve les emprunts. Alors les emprunts, on avait mis
828 000, je crois, au budget primitif en fin d'année, budget primitif 2020. Et là, donc, nous avons possibilité d'y rajouter 456 450. Donc, nous allons rembourser 1 282 000 d'emprunts en 2020, qui correspondent aux 538 000 euros de crédit long terme. On a des dettes bancaires donc, qui s'étalent sur 15-20 ans, et donc tous les ans, on a des intérêts du capital à payer. Donc là, il s'agit du capital, donc on va rembourser 538 000 de capital. On va rembourser également donc, le premier emprunt court terme qu'on avait pris en 2018 et qui était remboursable en 2020, donc de 600 000 euros. Et on va rembourser 144 450 sur les crédits court terme qu'on avait pris en 2019. Soit un total de 1 282 000. Donc ensuite, on y trouve le solde d'exécution négatif reporté, 925 000, ça sort du tableau de résultats. Et donc nous avons en dépenses d'investissement 2 672 854. Au niveau des recettes d'investissement, on avait donc on avait mis donc quelques subventions qu'on devait toucher en fin 2020, plus les RAR de 2019. Et donc, ça bouge relativement peu, puisque en fait, au niveau du BS, on ne rajoute que 25 000 euros, grosso modo, de subventions qui correspondent essentiellement à une subvention sur l'ordre. Et donc, nous avons en recette d'investissement un chiffre égal à la dépense d'investissement, puisqu'il faut que ce soit toujours égal, 2 672 854. Donc voilà le nouveau BS de la ville qu'on vous propose. Bien. Alors, je voulais, si vous me permettez, je voulais quand même vous signaler que tout ça, ça va nous faire un total d'investissement. En ajoutant ce qu'on avait mis au BP, les RAR, et puis ce qu'on a mis au DS, ça nous fait un total d'investissement de 2 321 542. Et bon, je peux vous dire que c'est un niveau d'investissement qu'on a atteint que 2 fois sur les 6 derniers, lors de la dernière tentative. C'était donc un total très, très important. Et donc, pour une municipalité qu'on dit en déficit et puis en très mauvaise posture, je trouve que réussir à faire 2 321 542, c'est un résultat que beaucoup nous envieraient. Et donc, je trouve que ça confirme que les résultats 2019, pour en arriver là, étaient quand même très bons, quoi qu'on en dise. Et je voulais vous faire aussi une autre remarque en ce qui concerne la dette faramineuse, paraît-il. Et bien, en fin 2020, notre dette à long terme sera inférieure de 431 000 euros à celle de 2013. Donc, je vous confirme qu'on a bien baissé la dette à long terme et qu'on va continuer à la baisser. Et je sais que certains disent bon, il faut y rajouter la dette à court terme. Bon, probablement qu'il faut la rajouter, sauf que la dette à court terme, fin 2021, n'existera plus. Enfin, on peut encore la rajouter, je vous l'accorde, et même en rajoutant la dette à court terme à la dette à long terme, eh ben, on aura dépensé encore 7 000 euros de moins qu'en 2013, fin 2013. Donc, je crois qu'au niveau de la dette, on n'est pas si mal. On peut s'en féliciter. Je te félicite. En tout cas, on peut t'applaudir pour nous avoir dressé un tour global sur la vie supplémentaire.
Y a-t-il des questions ou des interventions? Oui. Alors, plusieurs points. Moi, je ne nous félicite pas de la baisse des subventions, contrairement à vous, Monsieur Choulet. Je ne me félicite pas d'avoir de verser moins, même si c'est pas lié à votre fait, mais je pense que avec ces subventions, par exemple, qui n'ont pas été versées, on pourrait les utiliser de meilleure manière. Et donc, plutôt que, comme vous dites si bien et comme vous flattez, la dette qui serait si basse que vous le dites, on pourrait s'en servir pour accompagner, aider justement tous ceux qui vont subir les effets de la crise. Je pense déjà aux associations et à certains investissements qui nous paraîtraient prioritaires. Par exemple, moi, avec ces 90 000 € de subventions à peu près non versées, il y en a 10 000 pour les élus ici présents, et il y en a une partie aussi pour la réfection de l'orgue. Bon, moi, j'aurais trouvé plus utile d'en faire part à des associations, celles qui ne vont pas faire toutes leurs manifestations, qui ne pourront pas, et qui pourtant faisaient partie de leur budget. Voilà, aussi aux associations qui viennent en aide aux plus démunis, puisque ce seront les premiers à subir les effets de la crise. Donc ça me paraît important de pouvoir les accompagner, et plus que ce que vous avez prévu. Enfin, voilà, récupérer et se féliciter de la récupération des nombreuses années de bonne gestion de l'eau et de l'assainissement, puisque vous avez cédé gratuitement à privatiser la gestion de l'eau et de l'assainissement. Mais ça pourrait permettre de faire des investissements qui pourraient être prioritaires. Quand on voit l'école maternelle, dès qu'il pleut beaucoup, on est de suite complètement coincé. Quand je vois, monsieur le maire, vous avez refusé un investissement sans en connaître le montant à l'école primaire, sans même en discuter et chercher à connaître le montant, ça me paraît quand même au moins aussi important, voire plus important, que juste vouloir afficher à tout prix pour faire beau le montant de la dette qui serait plus faible de très peu à 2013, qui était donc il y a quand même maintenant un bon moment. Je vous rappelle que la dette, c'est vous qui avez signé tous les emprunts, donc toujours vous rappeler par rapport à ce qui se passait avant. Peut-être qu'il va falloir commencer à en sortir, messieurs. Bien, c'est tout? Non, je sentais que vous vouliez en donner plus. Non, pour l'instant. Bon. L'orgue, il fallait le laisser dans un état de non-utilisation, il ne fallait pas le restaurer, il ne faut pas qu'il fonctionne. Est-ce que vous semblez vous en prendre à l'ordre? Je n'en prends pas à l'ordre. Je dis juste qu'il y a des investissements qui peuvent être prioritaires par rapport à d'autres. L'école s'est imposée à vous pour l'église. Vous avez fait un choix du niveau d'investissement. Pour l'école, ça s'est imposé. Donc, vous glorifiez du montant des investissements que vous réalisez, alors que malheureusement, il s'impose et il s'est imposé à l'ensemble de nous tous. Donc, ce n'est uniquement qu'un choix de priorisation que je reproche aujourd'hui. Je vous pose une question très simple, c'est pour la compréhension de tous. Nous finissons une rénovation de l'abbatiale qu'on fait une fois tous les 100 ans. La dernière fois, c'était en 1898 qu'elle a été rénovée ainsi. Il se trouve que dans le cadre de ces travaux, il y a eu forcément de la poussière qui rend impossible aujourd'hui de jouer de l'orgue. Je vous repose la question, est-ce que vous trouvez illogique qu'au terme de ces travaux, nous restaurions l'orgue pour qu'elle puisse de nouveau être en fonctionnement? Parce que c'est ça que j'ai compris dans notre intervention. Et donc, je vous renvoie une autre question. Est-ce que vous trouvez logique que l'école maternelle soit bloquée dès qu'il pleut beaucoup et donc qu'elle soit difficile, ou que dès qu'il fait froid, on puisse difficilement y faire classe? Est-ce que ça paraît plus important l'orgue que l'école? Voilà, je vous renvoie la même question. Très bien. Bon, écoutez, je vois que l'orgue me pose problème. Sur l'école maternelle, elle fonctionne. J'ai d'ailleurs eu les félicitations au conseil d'école de la maternelle pour les travaux faits par notre équipe de restauration complète des peintures de la cuisine et le réfectoire. Nous faisons un travail d'entretien régulier des toitures qui sont en toiture inversée. Nous avons dans quelques cas d'orage
généralement une fois par an depuis début d'année, une ou deux pièces où il peut y avoir un peu d'eau, mais ça n'entrave en rien son fonctionnement. Et je vous rappelle que nous avions proposé une restauration de l'école dans le cadre de cette mandature. Si nous avions tout fait en 6 ans, je ne me serais pas représenté, M. Mallet. En tous les cas, à mes yeux, nous ne pouvons pas finir l'année scolaire, la restauration de l'abbatiale, sans que ce cavalier école, qui est un orgue de renommée internationale, qui sert toutes les semaines, puisse être de nouveau utilisé. Et je rappelle que nous aurons une inauguration pour la Saint-Sevé le week-end du 9 novembre, et l'association culturelle, il y a une subvention là-dedans, nous gratifiera de 2 concerts d'orgue. Je crois que la culture, c'est aussi important. Vous semblez me dire qu'on a récupéré des excédents de l'eau et qu'il y aurait là-dedans quelque chose d'anormal. Nous n'avons pas privatisé gestion de l'eau, nous avons changé de mode de gestion, nous sommes en délégation de services publics, et dans ce cadre-là, nous n'aurons plus de dépenses de fonctionnement sur les budgets de l'eau et de l'assainissement. Ce que nous avons fait est conforme à la réglementation en vigueur, a été validé par M. Sutter, notre trésorier. La réintégration des résultats de l'eau et de l'assainissement au budget général a été pratiquée par la mairie socialiste de Castelnaudary en 2018, par la mairie d'Ivergauche de Penmirabeau en 2019, par la mairie communiste de Gardanne en 2019. C'est quelque chose qui se pratique très couramment aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup de villes où, au travers de la loi NOTRe, les budgets eau et assainissement viennent à changer de fonctionnement. Donc il est tout à fait normal que les quelques sommes qui sont restées sur ces budgets soient reversées au service de l'ensemble des Saint-Séverins. Enfin, sur les associations, je vous rappelle, mais peut-être que vous n'avez pas bien fait le point, que nous avons augmenté la subvention aux associations à caractère social. Clin d'œil nous avait demandé 1 000 € de plus. Je vous proposerai, c'est la délibération suivante, que nous augmentions la subvention de 1 000 €. Les Restos du Cœur ont demandé 850 € de plus. Nous leur octroierons 850 € de subvention en plus, ainsi qu'une petite subvention supplémentaire au Secours catholique. Nous n'avons pas versé de subvention au comité des fêtes, ni aux comices agricoles, qui sont 2 événements, mais je le regrette, qui n'ont pas lieu à partir du moment où il n'y a pas de dépenses. À partir du moment où ces associations sont bien gérées et au travers des résultats de l'exercice précédent, je tiens ici à remercier tous ceux qui peuvent au sein de cette association, notamment sa trésorière et sa présidente, il y avait un petit pécule d'avance. Pourquoi aller verser des sommes alors qu'il n'y a pas d'événement cette année? Donc je ne comprends pas votre attaque là-dessus. Mais on reviendra aux associations peut-être un peu plus tard. Vous semblez nier un fait. Le Covid-19 nous impose un principe de prudence. Je crois que c'est un principe de responsabilité. Nous avons 155 000 € de recettes en moins prévisibles, Jacques les avait écrites, des recettes fiscales en moins, des recettes de cantine, de cinéma en moins. Peut-être qu'il y en aura encore plus en moins que ce que nous estimions au début d'année. C'est un changement important, 155 000 €. Il est donc naturel que dans cette perspective-là, nous soyons le plus rigoureux possible. Nous avons quelques dépenses qui augmentent sur les masques, Jacques l'a dit. Il nous faut donc à côté, mais essayer d'être le plus prudent. Et ainsi, nous prévoyons de réduire le charge de la qualité générale de 13 000 €. Je crois que quand un couple subit dans son budget familial une baisse de revenus, il fait comme nous, il fait attention, de façon à garder un peu d'épargne si les temps venaient être encore plus négatifs. En tout cas, toutes les associations, nous les avons rencontrées pour celles qui ont le plus de subventions, sont conscientes de la perspective dans laquelle
elles sont et nous remercient du budget que nous leur allouons. Je rappelle que le rugby, bien qu'il descende, aura la subvention maintenue, que nous avions augmenté l'an dernier, notamment à cause de l'aura du tournoi FR, nous avions augmenté le foot de 3 000 € et que nous renouvelons cette année un effort à hauteur de 18 000 €, que nous sommes une des villes qui donnons beaucoup pour la musique, avec le soutien à l'école de musique, avec le soutien à l'harmonie. Écoutez, nous avons accompagné toutes les associations à hauteur de leurs demandes et je crois que c'est une responsabilité. Nous n'allons pas faire croire aux associations que la solution viendrait d'une aide publique chaque jour plus grande. Ce n'est pas un discours raisonnable. Nous allons vers des temps très difficiles. L'État s'est lourdement endetté. La région aura des difficultés financières. On était en budget supplémentaire il y a 15 jours où on voit qu'on sera amené à réduire certaines interventions à la région. J'imagine que le département est dans la même situation. La ville va traverser une épreuve économique forte. Dans ces moments-là, il ne faut pas dépenser l'argent n'importe comment ou laisser croire que l'argent serait généré comme ça si on avait une machine à le créer. En tous les cas, c'est par la gestion que nous faisons que nous pouvons garantir au Saint-Séverin de ne pas augmenter les impôts, ce que nous avons décidé cette année encore. Claire, vous vouliez faire une intervention, je crois. Oui, Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, je voulais faire 2 remarques. La première, c'est sur l'école maternelle. Vous avez dit qu'il pleuvait et qu'il faisait froid. Alors effectivement, pendant la campagne, on avait vu sur les réseaux sociaux que, mon Dieu, ces petits-enfants n'avaient pas de chauffage à l'école maternelle. Il s'avère qu'il y avait une orage, je ne sais pas quoi, et que la société qui faisait l'entretien, qui était autre d'ailleurs que M. Cazeneuve, n'était pas passée. Donc dès qu'on a vu que le chauffage était éteint, M. Cazeneuve est revenu, et le problème a été réglé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les subventions aux écoles. Il s'avère que les écoles, cette année, n'ont pas fait de voyage, n'ont pas fait de sortie, n'ont rien fait pour autant, avec une subvention de combien par enfant 30 €, c'est ça? Ben bon, une subvention importante, ils n'ont pas dépensé puisqu'ils ne sont pas sortis. Ils ont redemandé la même chose, pas tous. Une école a été beaucoup plus raisonnable, a dit nous on n'a rien dépensé, vous ferez ce que vous pourrez. Pour autant, je crois qu'on a mis les subventions à la même hauteur que l'année précédente, ce qui leur fera déjà un petit matelot. Bien, y a-t-il, avant que nous passions au vote, d'autres commentaires, M. Mallet? Oui, alors déjà plusieurs points sur l'eau, l'assainissement, on va en citer plusieurs qui ont fait le choix, mais quand on voit justement les chiffres aujourd'hui, je ne critique pas du tout le fait de le passer là-dedans, c'est tout à fait normal et ça ne sert à rien de laisser de l'argent dormir sur des comptes qui ne fonctionneront pas. On peut juste regretter que les comptes ne fonctionnent plus, mais ça c'est un choix que vous avez fait et le choix de passer en privatisation, autre nom que vous pouvez lui donner, c'est un choix que vous avez fait alors même que ça fonctionnait correctement. D'autres points ensuite sur tout ce que vous avez dit. Justement, quand on est en temps de crise, c'est là où en moment compliqué, c'est là où, même si tout le monde doit faire attention, il y en a qui seront touchés de manière différente. Et le choix justement de ne pas aider ceux qui ont subi ou qui subissent le fait de ne pas pouvoir organiser des sources de revenus qu'ils pouvaient avoir, mais justement c'est bien là où nous on trouve qu'il aurait été plus profitable et plus utile pour l'ensemble des Saint-Séverins, voilà, de faire cet effort-là, ou en tout cas de permettre cet effort-là. J'en conçois si jamais il était demandé par les associations, puisque c'est bien eux qui le sollicitent. Mais j'espère que si jamais les associations justement manquant de revenus, de ressources, j'espère qu'ils auront une écoute et en tout cas un discours qui ne sera pas celui de la prudence à tout prix, mais bien de l'attention à leurs besoins. Dans la prudence, mais rassurez-vous, les associations que je côtoie ne tiennent pas votre discours.
elles sont extrêmement prudentes aujourd'hui. Prudentes sur le plan sanitaire, prudentes aussi dans ce qu'elles ont à faire. Mais elles sont tout à fait conscientes qu'elles risquent d'avoir des accompagnements d'entreprises qui seront moins forts et que donc il faudra revoir sûrement certains budgets à la baisse. Nous étions avec Sophie au SAS-Foot et Jean-Luc Cazeneuve, qui a longtemps siégé dans cette assemblée, a présenté un budget avec une forte baisse des dépenses et ce qui n'entrave pas le SAS-Foot dans sa capacité à engager le même nombre d'équipes et à jouer au même niveau. Je crois qu'on va vers des temps où il faudra peut-être qu'on revoie certaines de nos certitudes. Écoutez, en tous les cas, en termes d'animation, je crois qu'on a un beau programme d'été, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Et on fait tout pour accompagner des associations qui portent à ces événements-là. Je vais soumettre ce budget au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Budget supplémentaire sur l'eau. Peut-être que là on peut aller très rapidement puisque c'est entériné l'affectation de résultats que nous avons déjà présenté. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque c'est des budgets qui sont arrêtés. Donc effectivement, la section d'investissement, nous l'avons mise à zéro en bouchant le déficit d'investissement. Et donc il nous reste le report de la section de fonctionnement, puisqu'il n'y a pas de budget eau 2020. Le report de la section qui devait aller en section de fonctionnement 2020 de l'eau est transféré à la ville, soit 81 736,7. Donc voilà, suite à ce passage en délégation de service public, bon, je pense qu'on va pas s'étendre, on va pas s'étendre parce qu'on pensait que peut-être d'autres comprendraient mieux ce que c'était qu'une délégation de service public. Bon, Jacques. Et ils en sont toujours, parce qu'il y a la privatisation. Point 7. On va le voter donc. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Point 8. C'est le même principe, je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point 9. Budget La Fontaine. Même s'il n'y a pas d'écriture, peut-être que là, nous pouvons envisager que vous l'adoptiez. Je vous remercie de cet esprit constructif. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien, ça améliore le taux de constructivité et donc de vote pour. Un budget écoquartier, là par contre, nous avons des écritures. Jacques, je te passe la parole. Donc, sur le budget écoquartier, nous avons, donc, vous avez vu qu'en résultat, nous avions un résultat de fonctionnement de 228 999,14 positif et un résultat de section d'investissement de 384 155 446,98 positif. Et donc, nous proposons de transférer l'argent de la section positive de la section de fonctionnement, les 228 999 en investissement, donc par le biais du budget ville. Je ne recommence pas mes histoires de percepteurs. Et donc nous avons en recette d'investissement à disposition 384 446,12 qui sont une somme d'argent positif qu'on pourra éventuellement, dont on pourra éventuellement se servir pour rembourser du capital d'emprunt ou on verra comment la situation évolue en cours d'année. Très bien. C'était des questions par rapport à ça? S'il n'y en a pas, on va l'adopter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le budget musée, je vais le faire. Il n'y a pas beaucoup d'écriture, c'est le résultat qu'on réintègre. Il y a 3 000 € de dépenses supplémentaires sur le volet climatique et sécurité. L'occasion pour moi de rappeler que le musée est ouvert, que nous avons une organisation un peu modifiée, puisqu'il se fait avec une visite guidée tout l'après-midi, tout l'été, et que nous avons organisé les choses de façon à ce qu'il y ait un accueil en rez-de-chaussée aux Jacobins, de façon à ce que
visiteurs puissent enchaîner une visite de la très belle exposition. Vous n'étiez pas à l'inauguration, j'espère que vous en bénéficierez au travers de cet été, et la montée donc au musée, puisque les deux sont sur notre site déjà commun. Jean-Marc peut peut-être dire quelque chose sur le musée. Y a-t-il des questions sur le musée? Je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous allons donc passer à la délibération sur les associations. Vous avez la liste des associations concernées avec la proposition de subvention. J'ai déjà évoqué les points principaux, à savoir une augmentation sur les associations à caractère social, à savoir bien entendu le non-versement pour cette année de subvention au comité des fêtes et au comice, événement annulé. Nous avons bien sûr sur le sport un effort important, tel que je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous avons aussi des sections avec des subventions en augmentation, notamment le handball, le curling bâton, et nous avons une nouvelle section qui vient enrichir l'offre sur Saint-Sevé avec les marcheurs du Cap de Gascogne, qui sont dotés de 200 € pour la première année où ils demandent une subvention. Vous évoquiez tout à l'heure les animations estivales. Nous retrouvons le souci de soutenir nos commerçants par une offre culturelle et d'animation cet été largement supérieure à ce qui se passe dans bien des endroits, avec notamment les samedis en musique. Vous avez noté que l'association des commerçants se voit dotée d'une subvention plus élevée, de façon à financer les samedis en musique qui ont commencé dès fin mai. Nous avons également l'association culturelle qui ne nous a pas fait de demande, puisque l'exposition artisanale Les peintres dans la cité, Varietas Florum, ont été annulées à cause des conditions sanitaires liées au Covid, mais qui envisage de faire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une reprise des concerts d'orgue, et donc à ce titre, nous l'accompagnons à hauteur de 2 000 €. Nous avons également, dès cette séance, une subvention à la Peña Jeune Afición, à hauteur de 3 000 €, puisqu'ils envisagent de faire la semaine taurine et culturelle, qui sera probablement un des premiers événements taurins, tant de tourmagie andaise qu'espagnole, de Chalos-Pourcent fin septembre, début octobre, puisqu'ils ont changé de date. Vous avez une astérisque sur certaines associations, puisqu'à l'heure où on se parle, nous ne savons pas si les fêtes de Perret, les fêtes d'Audrey, la confrérie des Jabotiers réaliseront ou non des événements cet été. Bien entendu, tout ça sera grandement lié à l'évolution sanitaire des semaines à venir. Nous affichons à travers cette subvention l'idée que s'ils faisaient des manifestations comme les autres années, la mairie serait bien entendu à leur côté. Y a-t-il par rapport à tout ça des questions, des prises de parole? Oui, Julie? Oui, donc forcément on va voter pour les subventions, mais comme l'a dit Cédric tout à l'heure, on aurait forcément aimé qu'il y ait un peu plus pour les associations, car suite à la crise, certaines associations ont été contraintes d'annuler des animations, des tournois, les fêtes de Saint-Sevé. Donc effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des charges en moins pour eux, des frais d'organisation, mais forcément c'est également de nombreuses recettes qui ne rentreront pas. Très bien, écoutez, on a donné à hauteur de ce qu'il demandait. Oui, Jacques? Moi, je voudrais juste faire un petit complément. Je voudrais souligner que par rapport à 2019, il y a 3 associations qui sont Sole Alegria, les médaillés militaires et la Fédération nationale des accidentés de la vie, qui nous ont fait un dossier, mais nous ont signalé dans ce dossier qu'ils ne souhaitaient pas avoir de subvention cette année pour participer aux problèmes épidémiques qui nous affectent.
Donc je pense qu'on peut les en remercier de façon très importante. Y a-t-il sur les subventions des votes contre? Alors attendez, un point important. Je vais vous citer toutes les personnes qui sont concernées, qui ne prendront pas part au vote sur certains des associations. Marie-Ange Babert et M. Laurent Langlade, membres de l'association culturelle, ne prennent pas part au vote pour la subvention de cette association. Mme Solange Prudence, M. Dominique Pariel et M. Laurent Langlade, membres de l'association des Fêtes de Saint-Sevé, ne prennent pas part au vote pour la subvention de cette association. Mme Aurélie Lévesque, membre de l'association Clin d'œil, ne prend pas part au vote pour la subvention de cette association. M. Yoann Labarère, membre du SAS Rugby, ne prend pas part au vote pour la subvention de cette association. Mme Marie-Ange Babert, membre du Centre chorégraphique et artistique, ne prend pas part au vote pour la subvention de cette association. M. Christophe Tastet, membre de la Société de chasse, ne prend pas part au vote pour la subvention de cette association. M. Christian Baillet, membre de l'école de musique du Cap de Gascogne, ne prend pas part au vote pour la subvention de cette association. Mme Corinne Roux, membre du SAS Football, ne prend pas part au vote pour la subvention de cette association. M. Yoann Labarère, membre de l'association des commerçants, ne prend pas part au vote pour la subvention de cette association. Y a-t-il parmi les membres de l'opposition des gens qui souhaiteraient qu'on couche que, étant membre du conseil d'administration ou membre de certaines associations, ne souhaitent pas prendre au vote? Je ne suis plus au rugby depuis lundi, c'est pour ça que je... Très bien. À l'avenir, juste pour faciliter les choses, il est d'usage qu'on le fasse passer, comme ça on est tous protégés juridiquement et sans qu'on soit obligé de le lire. Alors, je vais passer à l'approbation au vote de la délibération numéro 12 de la subvention d'association. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Écoutez, j'acte que nous sommes d'accord sur les subventions que nous versons. Point 13, commission communale d'impôt direct. Je vous rappelle que nous avons une commission communale qui, une fois par an, se réunit pour valider la révision des bases qui servent à la fiscalité locale. C'est notamment entériner les modifications de maisons, les agrandissements de biens, les modernisations. Et un point qui évolue énormément depuis quelques années, la création de piscines. Puisqu'à chaque fois que nous avons des agrandissements, des rajouts, nous avons un bien qui change à valeur fiscale, donc qui paiera un peu plus d'imposition. Il nous faut donc qu'il y ait des représentants de la commune qui connaissent bien leur commune, qui aient du temps en journée, puisque c'est généralement en journée, aux horaires de travail, qu'ont lieu ces réunions. Nous avons fait une liste qui reprenait en très grande partie ceux qui étaient venus dans la mandature précédente, sachant qu'il y a dedans des titulaires, ils sont 16, et des suppléants, ils sont là aussi 16. Je les remercie pour eux d'avoir accepté cette mission. Y a-t-il par rapport à cette liste des questions? On a essayé de regarder un peu dans tous les quartiers. Oui. Bonsoir. On a juste le regret de ne pas avoir de représentants. Écoutez, il y a eu 2 commissions finances, vous n'avez pas encore trouvé le temps de venir, mais je ne doute pas que vous auriez aimé faire partie de celle-là. Pas pour mon cas personnel, mais la commission de finances, je vous expliquerai peut-être entre 4 yeux pourquoi je n'ai pas pu venir. Il n'y a pas de problème. Nous allons donc adopter cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. L'approbation de l'extension du cimetière. Donc là, nous avons fini, au fond, les délibérations liées aux éléments à caractère financier. Nous avons à Saint-Sevé 2 cimetières. Un à Sainte-Eulalie, au pied de l'église de ce quartier, et une en cœur de ville, qui est avenue du Général Leclerc. L'occasion pour moi de rappeler que jusqu'en 1790,
Le cimetière est en plein cœur de ville, au pied de l'abbatiale, avec un arrêté le 8 novembre 1790 obligeait les municipalités des Landes à se mettre hors agglomération en matière de cimetière. Et donc, il a été déplacé dans un premier temps dans le quartier du Touron. Il y avait déjà un premier cimetière, et en 1839, il a été déplacé à l'emplacement actuel. Ce cimetière a été agrandi à maintes reprises, en 1890, en 1897, en 1921, et la dernière extension date de 1981. Nous avons dans ce cimetière toute une série de monuments remarquables. Pour ceux qui seraient curieux, je vous invite à taper cimetière inventaire patrimonial Aquitaine, et vous aurez la liste des sépultures de nos grands hommes. Je pense bien sûr au général Durieux, à Léon Dufour, avec souvent des monuments funéraires de grande qualité. Il se trouve que ce cimetière souffre aujourd'hui de deux écueils. Le premier, un nombre de tombes qui sont aujourd'hui en état d'abandon très important, un travail de reprise de ces tombes, d'exhumation de certains corps, pour aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas un cimetière ancien d'un côté, un cimetière plus moderne de l'autre, mais bien un cimetière intégralement fourni de tombes actuelles, est en cours. Pour autant, nous avons aussi, parce que je crois qu'il faut faire preuve d'anticipation, besoin de l'agrandir, ce cimetière. Alors, nous avons un terrain qui jouxte le cimetière actuel, qui est la parcelle 99. Tout le monde va la connaître en vous rappelant que c'est le lieu où pendant quelques années des bénévoles ont su faire vivre une reconstitution des tranchées de 14-18. Sur ce champ, donc, nous avons une réserve foncière permettant d'agrandir ce cimetière. La difficulté qui se présente à nous, c'est que la circulaire du 29 décembre 1975, un excellent jour, puisque c'est la date de mon anniversaire, de ma naissance, je veux dire, fixe à 35 mètres les habitations, la distance pour l'extension d'un cimetière. Or, il se trouve que toutes les maisons qui ont vu le jour, lotissement La Fontaine, lotissement Saint-François, ainsi de suite, sont situées à 28 mètres, certaines à 12 mètres, d'autres à 15 mètres. Et donc, la conclusion de tout ceci, c'est que l'intégralité de ce terrain ne pourra pas donner lieu à un cimetière. Et donc, vous avez avec vous un projet de surface qui respecte cette distance de 35 mètres des maisons déjà construites, qui nous permet donc une extension du cimetière de 1725 mètres carrés et qui, au rythme actuel de la consommation d'espace au sein de notre cimetière, doit nous permettre de faire face aux besoins des 20 à 25 années à venir. Il nous faut, pour que ce rectangle au fond, qui va permettre l'agrandissement du cimetière tel qu'il est aujourd'hui, puisse être mis en œuvre, délibéré, puisqu'il revient au conseil municipal d'acter que cette surface qui est aujourd'hui constructible au prévu sera dévolue dorénavant au cimetière de Saint-Sevé. Nous avions prévu une petite présentation vidéo, mais on a eu un petit problème technique, donc excusez-moi, j'ai dû vous le faire à l'oral. Vous l'avez dans chacune de vos notes qui doivent être transmises. Y a-t-il par rapport à ça des questions ou des interventions avant que nous passions au vote? Écoutez, s'il n'y en a pas, je propose que nous actions. Donc la dernière fois qu'on a eu une extension, c'était il y a maintenant 39 ans, sachant que ce cimetière a 180 ans. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous avons, pendant cette campagne, eu l'occasion les uns les autres d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes.
et vous avez sûrement constaté, vous comme moi, qu'il existe sur notre commune des chemins privés qui desservent plusieurs maisons. C'est le fruit de l'histoire. À l'origine, tous les chemins aujourd'hui revêtus étaient privés. Ils sont, pour ainsi dire, les uns après les autres, devenus publics. C'est une procédure assez courante lorsqu'on fait un lotissement. Lorsqu'on fait un lotissement, l'aménageur qui devient propriétaire de la parcelle l'aménage, vend les lots, et puis une fois que tous les espaces publics, notamment la voirie, sont finis d'être créés, ils sont reversés au domaine public de la commune. Tout ceci est encadré par le règlement voirie de la communauté de communes. Nous vous proposons, au travers de cette délibération, qui au fond est une délibération de principe, de faire savoir à l'ensemble des Saint-Séverins qui seraient propriétaires de voiries privées, que nous leur donnons jusqu'au 31 octobre 2020 pour se faire connaître auprès des services de la ville, de façon à ce qu'ils puissent rétrocéder ce chemin au domaine public. À partir de là, il sera entretenu par la commune, et ce sous plusieurs conditions drastiques. La première, c'est que cette voie desserve au minimum 2 habitations. On n'est pas là pour rendre public des voies qui ne desserviraient qu'une seule maison. À partir du moment où elle dessert au moins 2 habitations, elle a un caractère collectif. Deuxièmement, qu'elle respecte le règlement voirie communautaire, et en particulier qu'elle ait un revêtement de bonne qualité de moins de 2 ans dans le cadre de lotissement. Le but est donc que tant les bas-côtés que la couche de roulement soient totalement conformes au règlement voirie, c'est-à-dire en parfait état. Et donc, à partir du moment où les voiries privées desserviraient plusieurs maisons seraient refaites à neuf très récemment, nous acterions dans une prochaine délibération le fait de l'intégrer au domaine public, et nous acterions, c'est l'objet de cette délibération, que le transfert soit bien sûr consenti à l'amiable par les propriétaires, et ce pour l'euro symbolique. J'ai essayé de résumer là l'objet de cette délibération. À nos yeux, il y a 4 ou 5 points qui sont connus de longue date, qui rentrent dans ce critère, qui, sous condition, au fond, que dans les mois à venir, la voirie soit parfaitement faite, pourrait être transférée au domaine public. Y a-t-il des questions? Juste une petite remarque, c'est un regret, c'est surtout de devoir attendre la campagne pour s'en rendre compte, puisque ces voiries, justement, celles qui, on espère, feront l'objet de ce vote, de ce point-là. Ça fait un petit moment qu'elles sont bien dégradées et que les habitants, en tout cas, s'en plaignent. Si j'avais envie d'être d'humeur taquine, je dirais que les maires précédents qui m'ont précédé, puisque certaines voiries sont dans cet état depuis des décennies, n'avaient pas non plus résolu le problème. Mais bon, écoutez, depuis plus de 6 ans. Je sais que c'est dur d'être dans l'opposition, l'opposition doit s'opposer. Toujours est-il que nous avons aussi dans certaines situations, je pense notamment au quartier de Proyan, pour le citer, eu une évolution urbaine forte ces dernières années. C'était un chemin qui desservait peu de maisons, qui aujourd'hui a fait l'objet de beaucoup de constructions. Il était aussi naturel d'attendre que les constructions soient toutes faites avant de se lancer vers une modification de la voirie et un reversement au domaine public. Il aurait été dommageable de transférer au domaine public tant qu'il y avait encore des chantiers, des camions et du matériel qui auraient pu endommager cette voirie. Je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Et donc, faites-en la publicité auprès des personnes que vous connaissez, de façon à ce que les choses puissent être mises en œuvre. Nous avons après des délibérations plus techniques, mais nous respectons à la lettre les délégations que vous m'avez remises. Nous avons la mise à la réforme de 2 véhicules, une lébouane
Ça, c'est une petite nacelle qui aujourd'hui est obsolète, et une remorque Labé qui est aussi quasiment hors d'usage. Pour la sortir de notre stock, il faut une délibération. J'imagine qu'il n'y a pas de questions là-dessus. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons une délibération classique avec la bourse d'épargne pour le permis de conduire, qui est cette possibilité donnée aux jeunes de la commune de financer une partie de leur permis de conduire en faisant des heures au cinéma ou dans certains services de la commune. Je ne prendrai pas part à ce vote, puisque les cheveux blancs arrivent et ma fille aînée est concernée. Ça veut dire malheureusement pour moi qu'elle a plus de 16 ans. Donc, pour autant, vous avez les noms. Je vous prie, on va le faire même lever, comme ça j'acterai que je ne prends pas part au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des gens qui sont pour? Je vous remercie pour ces jeunes. Nous avons en délibération 18 un Renault Master et un tractopelle Caterpillar dont nous n'avons plus l'usage, que nous proposons de céder. Nous pouvons céder le Caterpillar pour 8 000 €. C'est un tractopelle ancien. Et nous avons un Renault Master que nous vous proposons de céder. Lui aussi, c'est un véhicule très ancien pour 5 000 €. Y a-t-il par rapport à ça des questions? S'il n'y en a pas, je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, avant-dernier point, excusez-moi, à l'ordre du jour, dans le cadre de l'écoquartier, le CIDEC nous a demandé, au regard de l'ampleur des travaux, à ce que nous délibérions pour les autoriser à engager les travaux d'électrification, de viabilisation de la tranche 1 de l'écoquartier. Vous avez reçu tous les éléments dans votre note de synthèse. Tous ces montants-là sont bien entendu intégrés dans le budget de l'écoquartier et intégrés dans le coût de revient de 67 €, puisque je vous rappelle que nous vendons les parcelles au coût de revient aux acquéreurs. Y a-t-il par rapport à ça des questions? Oui, nous n'avons rien bien sûr contre le SIDEC. Cependant, l'écoquartier un petit peu plus, puisque nous sommes convaincus qu'à la fin ce sera les CCER qui en paieront le coût final, ou en tout cas le reste de la finalisation. Donc c'est pour cela qu'on sera opposé à cette délibération. Écoutez, je sais qu'on peut être comme saint Thomas, on ne peut croire que ce que l'on voit. Je ne désespère pas qu'au travers de futures commissions finances, c'est le défi que je lance à Jacques, puisqu'on a les appels d'offres, puisqu'on a on a les prix fermes, puisqu'on a les actes d'achat des terrains, donc on connaît exactement le montant de dépenses, puisqu'on a les frais financiers qui sont dans le plan de financement. En gros, comme on connaît dès à présent tous les coûts, je ne finis pas qu'il arrive à vous convaincre que l'ensemble des coûts, qui sont donc connus, divisé par le nombre de mètres carrés que nous allons vendre, qui lui aussi est connu, vous convaincra que c'est 67 € le mètre carré. Je confie ça à une prochaine commission finance. Écoutez, tout le monde a le droit de se tromper, et au fond, de toute façon, nous aurons d'ici la fin du mandat l'occasion de vous prouver que nous les vendons au coût de revient, qu'il n'y aura bien au contraire aucune dette. Je dirais même que l'écoquartier, avec ce nombre d'habitants, avec ce nombre de maisons, nous générera des ressources complémentaires, puisque c'est autant d'habitants nouveaux qui viendront payer des taxes foncières et enrichir les dotations de l'État. Nous avons... Est-ce qu'on l'a voté? Alors, je rappelle qu'il y a une commission de travaux lundi, me dit Arnaud, à 18h15, sur place à l'écoquartier, puisque le chantier avance bien. On commence à voir les rues futures qui se dessinent et le bornage bien sûr des terrains qui les uns après les autres sont vendus. On a voté? On n'a pas voté.
Donc je vous propose que nous adoptions cette délibération numéro 19. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Délibération 20. Nous avons eu 3 agents qui, dans la période de confinement, ont eu une suspicion de Covid. Heureusement pour eux, ce n'était pas... ils n'ont pas été atteints, ce n'était qu'une suspicion. Pour autant, avec l'application des règles en vigueur, à partir du 7e jour, ils perdent 50% de leur régime indemnitaire, et à partir du 15e jour, ils ont une suppression totale du régime indemnitaire. L'État, qui était conscient, au fond, qu'il y avait là un vide juridique, a, dans sa note du 13 avril 2020, permis aux collectivités de pouvoir adopter une délibération qui est celle que je propose, de façon à ce qu'à titre exceptionnel, ces 3 agents concernés, ça vaudra aussi dorénavant pour les autres agents, si malheureusement nous venions à connaître un nouvel épisode, ne seraient pas touchés par, ne seraient pas pénalisés à perdre une partie de ce régime indemnitaire. Le régime indemnitaire, derrière ce gros mot, ce sont au fond des primes qui sont liées au niveau de responsabilité et aux missions qu'ils assument. Et bien un complément du traitement de classe. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour eux. Je croyais en avoir fini, mais en fait il y en reste une. Les dates des soldes ont changé, elles auraient dû commencer fin juin, ce que j'ai compris, elles ont commencé ce mercredi. Il nous faut donc délibérer pour modifier les dates de dérogation au repos dominical pour les soldes d'été. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition sur ce point-là. Nous finirons donc sur une note consensuelle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, ils ont commencé, oui, mercredi, c'était quand ça? C'est hier? C'est hier. C'est pour les dimanches, là. Je me permets, en guise de conclusion, de vous souhaiter à toutes et tous, si vous en prenez, de bonnes vacances. Revenez-nous en pleine forme. Et si vous cherchez un lieu de vacances sympathique, n'hésitez pas à proposer Saint-Sevé. Saint-Sevé, nous avons quelques propositions un peu nouvelles pour égayer cet été. Nous aurons notamment du cinéma en plein air, je l'ai délibéré la dernière fois. Ça commence mercredi prochain, ici, au cloître, à 21h30. Alors, c'est à la séance est donc à 22h. Et nous avons aussi une visite de l'abbatiale à la bougie qui sera proposée le vendredi. C'est une nouveauté. Et avec l'idée, tant pour le cinéma que pour les visites à la bougie de l'abbatiale, d'offrir aux commerçants des entrées gratuites à ces moments culturels portés par la commune, de façon à ce qu'ils puissent en faire bénéficier leurs clients et que, par exemple, les restaurateurs Saint-Séverin puissent proposer « Venez manger chez nous, vous aurez la visite gratuite après ce bon dîner en terrasse à Saint-Sevé ». C'est des petits gestes, mais c'est aussi une manière de soutenir la vitalité de notre ville et nos commerçants. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Alors, il faut que tous on signe là.